Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour la présentation du dernier numéro de la revue Sens Dessous. Enfin, ça faisait longtemps. Donc ce numéro s'intitule Débordement. Et contrairement aux autres numéros, parce que vous êtes des grands habitués maintenant, en fait on note que le numéro, pardon, ici d'habitude c'est 33, 34, 35, en l'occurrence la 34. Eh bien non, c'est tome 1, puisque en fait Débordement a débordé et nous amène en fait à vous proposer non pas un numéro mais deux numéros. Donc là il s'agit donc du tome 1, le numéro 34 de la revue Sens Dessous, toujours en fait en couverture illustrée par le travail de Dominique Bulto, donc, dont j'ai déjà parlé et qui fait en fait toutes les couvertures de la revue. Voilà, donc Débordement. Alors, comme d'habitude, il s'agit pour nous de traiter la question à partir de trois entrées, l'une philosophique, l'autre littéraire et esthétique, pardon, et enfin, en fait, la première, à savoir sociale et politique. Comme d'habitude aussi, en fait, on a choisi le thème en fonction, disons, de l'ère du temps. En effet, il nous a semblé plus que remarquable que nous n'étions pas dans une configuration épocale, pour parler comme Gunther Anders, qui nous invite à penser que le monde est prudent, mesuré, etc., etc. Mais bien au contraire, hein, on est dans une espèce de période comme ça, de plus en plus difficile à penser. Et aussi stimulante. C'est d'ailleurs ce que recouvre cette notion de débordement, puisque quand on pense déborder, on pense en effet sortir des limites, sortir du bord, et donc cela peut vouloir signifier aller trop loin, hein, ce qui est le cas par exemple lorsque les Grecs parlent d'oubris. Ils entendent par là qu'effectivement nous devons nous tenir à notre mesure, et déborder, eh bien, c'est prendre le risque de la némésis, c'est-à-dire de provoquer la colère des dieux. Mais d'un autre côté, déborder, c'est aussi expérimenter ses propres bords, justement, et de ce fait, pouvoir se mesurer à leur propre pertinence. Voilà, donc en gros, hein, c'est un peu le problème évoqué, alors là, dit avec un petit peu de rapidité et non sans abstraction. Au demeurant, tout simplement, c'est l'axe qui a un petit peu permis d'articuler l'ensemble des articles qui sont présentés dans ce numéro et qui seront présentés dans le numéro 35. Alors pour le dire en termes plus simples, hein, il s'agit de voir en quoi déborder, c'est en même temps quitter les bords et donc potentiellement être dans la démesure, mais aussi expérimenter la pertinence des limites lorsqu'elles nous sont imposées. Donc je ne vais pas vous présenter l'ensemble des articles, simplement déjà remercier l'ensemble par contre des auteurs qui ont participé à ce numéro. Je mets mes lunettes. Donc à savoir Arnaud Alessandrin, donc sur la question notamment du genre, hein, bien sûr. Nissim Hamzalag, Corinne Beaujard, Florent Bussy, Anne-Emmanuel Desmartini, Roland Desruden, Ninon Granger, Frédéric Gros, Christophe Ménian, Thomas Mézaros, Flore Pavie, Sarah Ray et Marielle Toulz. Voilà, donc bon, je les ai dit un peu. Je vais revenir sur chacun. Non, je tiens à remercier chacun de ces auteurs pour leur contribution donc, à ce numéro. Et comme j'ai dit très vite que Arnaud Alessandrin avait parlé du genre, je vais à présent m'arrêter quand même un petit peu sur quelques articles. En tout cas sur quelques questions évoquées dans ce numéro grâce aux contributions de ces auteurs. Alors effectivement, dans la rubrique sociale et politique, voilà, la question du genre s'est imposée dans la mesure où cette question semble porter en elle-même, enfin la question du corps, et précisément la question de savoir comment le corps peut contenir ou pas, et jusqu'à où l'identité du sujet, puisqu'en fait on est quand même pris dans un corps, et finalement s'affirmer soi-même, c'est toujours un petit peu déborder son corps. Et donc il y a deux textes qui interrogent cette forme de débordement, et puis un troisième de manière un peu plus tragique,
enfin plus tragique, je ne sais pas si tragique c'est un mot qui est adéquat. Donc deux textes, donc celui d'Arnaud Alessandrin et celui de Marielle Toulz, l'un partant de la question donc, du genre et de l'identité en fait, relative au sexe, et un petit peu comment finalement à chaque fois qu'on veut déborder, ben, on est récupéré par semble-t-il un arsenal d'appétit, d'identification. Marielle Toulz, quant à elle, nous propose une réflexion sur l'intimité. Alors c'est pareil sur le fait que donc oui, alors Arnaud Alessandrin, il faut peut-être que je présente un peu mieux les auteurs quand même. Donc Arnaud Alessandrin est, je ne vais pas dire de bêtises, excusez-moi, il est donc sociologue à l'université de Bordeaux. Quant à Marielle Toulz, elle est enseignante chercheuse, pardon, en communication à Lyon-Saint-Étienne, à l'université de Saint-Étienne en réalité. Voilà, donc ces deux articles se font écho, puisque dans les deux cas, je disais, il s'agit de placer le corps au centre. Arnaud Alessandrin propose donc de déborder le genre ou de penser comment effectivement on peut alors dégénitaliser, débinariser, désétatiser le sexe. Voilà. Si on se dit tout ça, c'est bien sûr on part du principe d'abord que le sexe est une question politique. Je reviens au texte de Marielle Toulz qui, elle, en fait, nous invite à penser comment l'intimité déborde le champ de l'intime. Autrement dit, comment finalement le caractère contigu des espaces dans la ville font que nous sommes toujours plus ou moins exposés à l'intimité de l'autre en même temps que nous exposons la nôtre. Voilà. Je disais que un troisième article entreprenait de penser la question du débordement à partir du corps. J'employais l'adjectif tragique, je pense qu'il n'est pas pertinent. À partir d'une question structurelle dans la société qui est celle en fait de l'inceste, qui déborde évidemment le champ strictement familial pour, pour, pour imposer en fait quasiment un rapport de domination. Alors ça c'est donc le travail de Anne-Emmanuelle, je ne me suis pas trompée, Desmartini, voilà, donc qui est professeur d'histoire contemporaine au Centre d'histoire de la Sorbonne, voilà. Et donc la question, en fait, c'est la pluralité du phénomène incestuel ou des phénomènes incestueux. Alors, sachant que incestuel et incestueux, déjà, il faudrait pouvoir les distinguer de manière un peu plus précise. Et en fait, voilà, justement, la question de l'article, c'est la nécessité de formuler, en fait, le problème, de formuler les questions relatives à l'inceste de manière précise pour comprendre absolument la gravité du phénomène. C'est-à-dire que on a le sentiment, nous dit-elle, hein, l'autrice, que nous dit Anne-Emmanuelle Desmartini, que finalement ces 3 dernières années, il y a eu, vous savez, le MeToo inceste, et on a l'impression en fait que on a évoqué cette question de manière tout à fait pardon, de manière tout à fait parfois justement de manière à ce que ça déborde le champ et de l'histoire et de l'anthropologie et de la sociologie et même de la psychologie ou de la psychanalyse, enfin que sais-je, pour devenir une manière de parler des abus sexuels comme s'ils étaient quasiment monnaie courante. Je ne sais pas comment dire les choses, mais en fait, il y a l'envers du MeToo qui est qu'on ne sait plus finalement définir ce dont on parle. Donc le débordement à propos de l'inceste, il est à la fois, ici en tout cas, dans le fait que l'inceste transcende
la dimension familiale, mais aussi dans la manière dont s'emparent les médias, les hommes et les femmes politiques, les hommes et les femmes du monde judiciaire pour s'emparer de ce phénomène. Alors, deux autres articles se font écho. J'ai dit que je ne parlais pas de tous, mais donc je vais aller un petit peu vite. Mais celui de Thomas Mézaros, alors qui est beaucoup plus général et qui traite de manière très très intéressante de la question de la crise, hein, qui est une notion polémique et qui traduit en fait justement cette histoire de débordement, mais avec toujours une dimension double. C'est d'ailleurs ça qui est intéressant, à la fois la dimension qui relève de la panique, c'est-à-dire la crise produit un état de sidération, etc. Et en même temps, on a pu, d'ailleurs, tiens, en même temps, on a pu le constater ces dernières années, et c'est tout à fait bien expliqué par l'article donc de Thomas Mézaros, à quel point en fait c'est aussi un mode de gestion, la crise finalement. C'est-à-dire qu'il y a une manière un petit peu perverse quand même, il faut le dire, hein, de faire de la crise un instrument de la gestion des populations et plus généralement du gouvernement. Voilà. Autrement dit, là il y a un truc qui est quand même un petit peu inquiétant, c'est que j'utilise la crise, et je ne dis pas de qui je parle quand je dis je, pour mettre en place un système de gouvernance qui, tout le temps, met la population en état d'urgence, en quelque sorte. Voilà. Alors, dernier article, en fait, dans la rubrique sociale et politique, c'est un entretien avec Frédéric Gros. Et Frédéric Gros, en fait, a publié un ouvrage en 2021, non, en 2022, pardon, excusez-moi, sur la honte, reprenant la proposition de Marx, à savoir la honte et un sentiment révolutionnaire. Et là, c'est très intéressant, puisqu'il aborde la question de la honte en prenant soin de bien distinguer honte et culpabilité, et en montrant justement comment, lorsque la honte s'effectue de manière positive, en quelque sorte, elle est ouverture à la souffrance de l'autre. En fait, il distingue le fait d'avoir honte parce que j'ai peur qu'on découvre qui je suis, et avoir honte du monde que je propose en commun avec autrui. Voilà, donc c'est une lecture tout à fait passionnante et un entretien tout à fait stimulant que je vous recommande pour penser justement ce qui est une des caractéristiques sans doute les plus inquiétantes de notre époque, c'est que, semble-t-il, de plus en plus euh, que le sujet contemporain accompli serait celui qui a honte de rien. Et en fait, loin de penser qu'il s'agirait là d'un homme courageux et à l'auteur de ses engagements, il s'agirait plutôt de penser qu'il s'agit là de quelqu'un qui est absolument indifférent à qui que ce soit, et peut-être même aussi à lui-même, en tout cas du point de vue de l'humanité. Voilà, donc c'est assez triste en fait, mais on peut agir. Alors, deuxième rubrique sur laquelle je vais aller plus vite, c'est la rubrique philosophie, avec donc 4 articles. Un de Ninon Granger, qui reprend en fait la métaphore aquatique pour penser le politique, ce qui est tout à fait intéressant. Et donc comment finalement cette métaphore nous amène à penser que la politique, l'organisation de la vie sociale, implique de contenir désordre et débordement. Et donc, voilà, l'article revient sur cette métaphore en la prenant réellement au sérieux. Et donc, c'est un article qui est extrêmement intéressant. Ensuite, 2 articles sur lesquels je vais aller vite, à savoir celui de Nassim Hamzelag, très intéressant aussi sur la question du transhumanisme, où il nous invite à réfléchir à partir de la distinction entre l'analogie et l'homologie. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les termes trop techniques, mais en l'occurrence, il explique comment la pensée transhumaniste est aussi une pensée magique, en fait. Donc, sous couvert d'hyper-scientificité, d'hyper-technicité, etc., on retrouve là les fondements d'un rapport au monde qui ne sont absolument pas rationnels.
et encore une fois donc un petit peu inquiétant. Puisque évidemment la question transhumaniste est une question qui renvoie absolument à celle du débordement. Je ne vais peut-être pas expliquer pourquoi, ça me semble assez évident, mais peut-être que je peux le dire. Hein. Le transhumanisme, c'est, comme le dirait Elon Musk, un homme tout à fait mesuré hein, dans ses propos et puis dans ses choix politiques. C'est la possibilité de dépasser absolument toutes les limites, à l'exception de celle de ta bêtise, en fait, hein, on pourrait dire. Bref, excusez-moi, je me suis un petit peu emballée sur Elon Musk. Alors, autre article concernant donc toujours la philosophie. Donc là, c'est un article de Christophe Maignan, plus général, sur la question de l'éloge du débordement. Hein, comment le débordement, c'est en fait une ressource vitale absolument nécessaire. Un éloge qui doit être bien sûr mesuré à sa pertinence, à savoir débordement n'est pas transcendement, n'est pas non plus négation absolue des limites. Et enfin, donc, un article de Florent Bussy, qui est spécialiste de la pensée de Gunther Anders. Gunther Anders, qui, comme vous le savez, est un penseur très important du XXe siècle, ayant entrepris de penser la catastrophe, hein, comme il le dit lui-même, hein, notamment dans son livre très connu, L'obsolescence de l'homme, où en fait écrit le premier en tout cas pardon, le premier tome de l'obsolescence de l'homme sort en 1956 et il est extrêmement vertigineux par son actualité. Et donc Gunther Anders, se disant lui-même volontairement semeur de panique, entreprenant par là de dire que la philosophie a pour fonction principalement d'éveiller les consciences. Et là, en l'occurrence, il faut admettre que nous avons dépassé les bornes et que nous sommes d'emblée, là, tout de suite maintenant, dans un monde qui n'est plus du tout humain. Il dit ça successivement à deux catastrophes, l'extermination des Juifs d'Europe et Hiroshima. Voilà, donc c'est... alors, ça peut sembler pas très joyeux, hein, mon affaire, là, mais en fait, tous ces articles sont surtout très stimulants, en fait, hein, intellectuellement. Il ne s'agit pas non plus de se dire, oh là là, débordement, non, pas du tout, c'est pas ça qui va se passer. Et enfin, donc très vite, concernant la littérature et littérature esthétique, alors, il y aura donc un article de Corinne Beaujard. Ah oui, alors j'ai pas dit, oh là là, j'ai pas dit qui était Ninon Granger quand même, vous connaissez sans doute, professeur en philosophie à l'université Paris 8, Frédéric Gros, professeur de philosophie à Sciences Po, Florent Bussy, docteur en anthropologie, non n'importe quoi, Florent Bussy est aussi professeur de philosophie dans l'Académie de Normandie, et donc comme je disais spécialiste de Gunther Anders. Christophe Maignan, il est professeur de philosophie dans l'Académie de Nantes et psychanalyste. Et voilà, donc j'en arrive maintenant à la partie, excusez-moi, je vous le remonte quand même parce qu'il est beau ce numéro, à la partie littérature et esthétique. Et donc là, il y a très rapidement donc, 3 articles. Un de Corinne Beaujard, qui est professeure des universités à Lille et qui en fait est sociologue, et qui là propose un article sur Gaudi, et un article tout à fait intéressant sur l'architecture, en fait, hein, vous aurez compris. Flore Pavie, quant à elle, est docteure en anthropologie, et elle nous propose un travail sur le carnaval, parce que dans la question du débordement se joue celle-ci aussi, et notamment le carnaval guadeloupéen, en tentant de penser comment dans le carnaval résiste quelque chose du tourisme et voilà, du folklore. Et en effet, il y a quelque chose qui résiste, même si c'est pas toujours évident de le saisir à l'œil nu. Un article, en fait, encore un dernier, pour ainsi dire, un dernier pour la route, celui de Sarah Ray. Sarah Ray, qui est historienne et qui travaille sur les rites romains qui là nous propose un article qui se note Ondée de larmes, rite romain pour faire venir la pluie. Donc elle est maître de conférence en histoire romaine à l'université de Valenciennes. Sarah Ray.
Pardon. Et donc là, c'est très intéressant, effectivement. Hein. On connaît tous la question des pleureuses. Voilà, donc, et elle revient sur, sur cette implication du corps enfin, sur comment, et alors sur comment, en fait, les larmes, qui sont à la fois, euh, comment dire, qui sont à la fois l'expression d'une douleur très intime, sont aussi des moyens publics, en fait. On peut pleurer en public, on peut pleurer en public de manière sincère, justement pour faire venir la pluie. Donc il y a une sorte d'intériorisation du phénomène, enfin comment dire, on tente de mimer, pour ainsi dire, un phénomène météorologique, et oui, et en fait, ça peut sembler complètement anecdotique. En réalité, les rites dont parle Sarah Ray persistent et persistent encore aujourd'hui, y compris dans certaines zones de notre belle campagne française. Et en ce sens, je vous invite à lire l'article. Et enfin, last but not least, non, last, la playlist de Roland Desrudets, toujours pareil, hein, il y a toujours une playlist de Roland Desrudets. Et donc à propos de LCD Sound System. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Hein. Voilà. Donc voilà pour ce numéro. Je vais donc vous indiquer tout ça aussi en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Hop, j'enlève le numéro. Et aussi, n'hésitez pas non plus à vous procurer la revue tout simplement, hein, parce qu'en fait c'est un peu l'objectif. Je rappelle que la revue est aussi mise en ligne sur le site sensdessous-wordpress.com et qu'elle est aussi publiée sur le site de Kern Info et Scopalco. Voilà. J'ai oublié de remercier bien entendu le maquettiste Serge Sadois, les correcteurs Catherine Bernard, Claudine Pack et Vincent Grégoire. Voilà. Très bonne journée et bonne lecture.